Nous sommes au milieu de l'année 1959. Les tractations politiques entre Paris et Abidjan battent leur plein, avec en ligne de mire l'accession prochaine de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Mais dans l'ombre de ce moment historique au sud-est du pays, des cadres issus du royaume du 108 flairent une opportunité. L'occasion enfin de s'affranchir d'une tutelle qu'ils exècrent depuis des décennies déjà. C'est un royaume entier qui va dire non à la jeune République. Le 3 mai 1959, le royaume du 108 fait sécession. Pour comprendre cette rébellion, il faut d'abord saisir qui sont les 108. Car ce royaume fait depuis longtemps figure d'exception dans la colonie. Royaume s'étirant depuis Aboissau jusqu'à la frontière ghanéenne, il regroupe les circonscriptions d'Ayamé, Assini-Mafia, Maféré et Adiaké. Avec les migrations Akan du XVIIIe siècle, le 108 prend sa forme finale. Mais son histoire remonte bien plus loin, car les Éotilés et Abourés, autochtones du royaume, sont là depuis des siècles. Et surtout, ils sont les premiers à voir débarquer les colons dès 1637 à Assini, soit 2 siècles avant les comptoirs abidjanais. Cette rencontre précoce changera tout. Dès 1701, le premier fort français sort de terre. Les échanges commerciaux explosent. Les plantations se multiplient le long des pistes du royaume. La première école ivoirienne, c'est à Elima, dans le 108. Une richesse précoce qui attire du monde depuis les colonies alentours. Mais cette avance a un prix. Selon l'historien Jean-Noël Loukou, elle installe chez les 108 un sentiment de supériorité. Une revendication. Nous étions là avant. Nous sommes plus proches de la modernité occidentale. Plus évoluée. Camille Ali, ancien garde des Sceaux, l'écrit noir sur blanc dans un livre. Le 108 a ainsi abrité les premiers comptoirs commerciaux, les premières écoles, les premières plantations de café et de cacao, les premières tentatives de modernisation de l'habitat traditionnel. De cette région sont issus les premiers cadres de la colonie de Côte d'Ivoire formés à l'école française. Cette précocité dans l'accession à une vie moderne de type occidental et à une certaine prospérité liée à l'économie de plantation a développé chez certains cadres 108 un ethnocentrisme du même type que celui affiché par les ressortissants de Saint-Louis du Sénégal. Pour bon nombre de cadres 108 de l'époque, ils ne sont pas des Ivoiriens comme les autres. C'est la première particularité du royaume. La deuxième particularité du royaume 108 peut sembler le corollaire direct de la première. Les 108 ne se laissent pas marcher sur les pieds. Le pouvoir royal entretient un rapport contestataire avec l'autorité coloniale, puis avec les autorités locales. Ce refus de l'autorité s'illustre par 2 événements historiques majeurs. Retour en 1903. L'affaire du bac éclate. Par un arrêté du 15 août, l'administrateur colonial retire la gestion des bacs de son nom aux chefs indigènes. Ces bacs de transport, gérés conjointement par les chefs et le roi de Krenjabo, passent désormais sous contrôle de gardes sénégalais. Pire encore, des décisions récentes laissent penser que les colons veulent abolir la justice indigène, remplacer les coutumes des ancêtres par la manière des Blancs. Les tensions explosent. Le gouverneur Clausel finit par se raviser. Un an plus tard, arrêté du 7 juin 1904, le bac retourne sous la gestion du roi de Krenjabo. Première victoire. C'est un autre litige foncier, cette fois, qui va définitivement allumer la mèche sécessionniste au début d'année 1959. Un conflit foncier entre 2 familles. L'une de Abi, village Ani, l'autre d'Abiati, village Éotilé.
Le litige familial dégénère en conflit entre villages, puis en conflit interethnique. Bilan: 4 morts, des blessés, des villages en cendres, dont Abiati. La royauté Sanwi y voit un conflit coutumier qui se gère en interne. L'État y voit un problème d'ordre public. L'armée débarque, intervient en force malgré l'opposition de la royauté. Il faut dire que le Sanwi subit l'influence du modèle colonial ghanéen, celui de la gestion anglo-saxonne. Là-bas, le pouvoir central ne s'immisce pas dans les affaires coutumières. Elle relève du roi. Point. Mais la Côte d'Ivoire fonctionne autrement. Le pouvoir est vertical, centralisé. Le choc est frontal. Avril 1959. Dans les préparatifs de l'indépendance, les élections législatives se tiennent afin de remplacer l'Assemblée territoriale devenue caduque. Partout en Côte d'Ivoire, c'est l'union sacrée autour de la liste portée par Félix Houphouët-Boigny. Partout, sauf dans le Sanwi. Encore une fois, le roi décide du mot d'ordre. Ce sera le boycott. Et le boycott est suivi. La région du Sanwi s'abstient à plus de 70%. Cela n'empêchera pas la mise en place du gouvernement d'Houphouët-Boigny, mais la rupture est consommée. Le 3 mai 1959 est proclamée la principauté du Sanwi, ainsi que la formation d'un gouvernement provisoire sous la direction de Armand-Ernest Attier et sous l'autorité du roi. Devant la dynamique en cours au sud-est, le gouvernement ivoirien décide de réagir encore une fois, mais plus fermement encore, car il est déjà question de l'intégrité territoriale de la nouvelle République. L'armée est déployée dans la région. La répression est violente. Dans son livre « Les complots d'Houphouët-Boigny », le professeur Samba Diarra fait état d'un bilan officieux de 2500 victimes. Le roi et ses ministres sont arrêtés. Des cadres du mouvement et des sujets du Sanwi fuient au Ghana, où ils forment un gouvernement en exil. Le conflit prend alors une dimension internationale. Depuis Accra, le gouvernement Sanwi en exil tente de maintenir la pression. D'abord en faisant le tour des institutions, Cour internationale de la Haye, ONU, OUA à partir de 1963. Sans grand succès, il lance ensuite un bimensuel, La Voix du Sanwi, outil de propagande pour rallier l'opinion africaine et internationale à leur cause. Dans cette quête, il compte sur un allié de poids, le pouvoir ghanéen en la personne de Kwame Nkrumah. Car oui, ce qui se joue là va au-delà de la simple lutte antisécessionniste du pouvoir ivoirien. En toile de fond, c'est bien une véritable lutte d'influence entre Houphouët-Boigny et Kwame Nkrumah, le président ghanéen. Les deux hommes ne sont pas en odeur de sainteté. Au-delà de leur opposition idéologique évidente, c'est bien une bataille pour le leadership régional. Nkrumah, influencé par les thèses panafricanistes américaines, milite pour le socialisme comme voie de développement. Houphouët-Boigny, lui, est plus pragmatique, libéral, et surtout, il se méfie. Il soupçonne son homologue de manœuvrer en sous-main pour rattacher le Sanwi au Ghana. En effet, le 8 février 1960, soit moins d'un an après la tentative de sécession, le président Houphouët, dans une allocution, met en garde le Ghana contre la politique irrédentiste de ses dirigeants. Irrédentiste, autrement dit, l'opinion politique nationaliste selon laquelle certains territoires devraient être intégrés à un autre État que celui dont ils relèvent, pour des raisons historiques, ethniques ou linguistiques. Houphouët se méfie de Nkrumah. Et il a raison. Quelques mois auparavant, en décembre 1959, en pleine affaire du Sanwi, Nkrumah terminait un discours en faisant allusion aux événements ivoiriens. Il y évoquait le désir des Agnis et des Nzima de Côte d'Ivoire
de rejoindre le Ghana et de conclure. La simple justice demande que l'opportunité leur soit totalement donnée de retrouver le frère et sœur. Plus de doute possible. Le 19 septembre 1960, Houphouët et Nkrumah se rencontrent à Alpha Assini, à la frontière des deux pays, à la demande du président ghanéen. C'est le journaliste Georges Amani qui nous relate cette entrevue. Dès les premiers mots, le ton est donné. Le président ghanéen n'est pas là pour faire amende honorable. Au contraire, il affirme ouvertement que son pays peut légitimement revendiquer la région du Saint-Louis. Nkrumah convoite ce morceau de Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre, Nkrumah insiste pour qu'Houphouët passe la nuit à Alpha Assini. Il aurait d'autres décisions importantes à communiquer le lendemain. Cette prolongation est curieuse, car elle n'était pas au programme. Pourquoi cette proposition soudaine? Houphouët se convainc que le Ghana projette de l'assassiner. En pleine nuit, il prend la décision de fuir, à bord d'un bateau tout feu éteint, qu'il faut naviguer à vue jusqu'aux eaux territoriales ivoiriennes. Les deux hommes ne feront plus parler d'eux jusqu'en 1966. Le 24 février 1966, le président Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'État. Action conjointe de la CIA et des renseignements britanniques. Cet événement va amorcer la décrispation entre les deux pays. En effet, les officiers de l'armée ghanéenne qui prennent le pouvoir à Accra n'apportent pas leur appui à la cause du Saint-Louis. Au contraire, les membres du gouvernement en exil du Saint-Louis, qui s'est mué entre-temps en mouvement de libération du Saint-Louis, sont arrêtés et mis à la disposition du gouvernement ivoirien. Suite à cela, les amis Saint-Louis, qui avaient trouvé refuge au Ghana, rentrent progressivement. Le président Houphouët-Boigny convoque alors une réunion à l'Assemblée nationale et s'adresse aux exilés revenus en ces termes. En votre absence, voici ce que nous avons réalisé. Joignez-vous à l'œuvre de construction du pays. Il fait voter ensuite une loi d'amnistie en faveur de tous ceux qui étaient impliqués dans les événements du Saint-Louis. Tout semble se terminer sur une bonne note. En 1969 pourtant, l'affaire du Saint-Louis va refaire surface. C'est l'époque de la guerre du Biafra. Au Nigeria, une région orientale mène une guerre civile avec en ligne de mire la sécession. Tirant interprétation de la reconnaissance par la Côte d'Ivoire de la sécession du Biafra, Eunu Bilé reconstitue le mouvement. Car dans ce conflit nigérian, Houphouët-Boigny reconnaît les séparatistes biafrais, reconnaît leur république naissante et puis leur apporte son soutien politique. Et pourtant, il continue dans le même temps de dénoncer le Ghana pour son soutien aux sécessionnistes de son propre pays. La position d'Houphouët est ambivalente, suffisamment ambivalente pour rallumer le feu qui couvait là, sous les cendres. L'armée est de nouveau déployée au Saint-Louis. Les habitants du royaume reprennent le chemin de l'exil ghanéen de Rechef. Ce n'est qu'en 1981 que l'arrivée du pape va servir de prétexte au président Houphouët pour enterrer définitivement cette crise qui aura duré 20 ans. Le désormais vieux président ordonne pour la 3e fois la remise en liberté des détenus de l'affaire du Saint-Louis. Aussi, Amadou Doufou III est réinstallé sur son trône. Après sa disparition quelques années après, le peuple saint-louis intronisera un nouveau roi, avec l'accord et la participation étroite du président Houphouët-Boigny. Plus question de se laisser surprendre. L'affaire du Saint-Louis est bel et bien terminée. Nous sommes le 14 février 1992, jour de Saint-Valentin. Mais pas de fête de l'amour aujourd'hui à Krenjabo. Dans le centre de la capitale du royaume Saint-Louis, c'est l'effervescence. Une rumeur trop grosse, trop farfelue pour être vraie, traverse la petite ville. La plus grande star planétaire de l'histoire de la musique serait en route pour Krenjabo. Mais quel canular, trop gros pour être vrai. Que viendrait-il faire dans ce petit pays d'Afrique, pire, dans cette bourgade à peine bitumée? Et pourtant, Michael Jackson apparaît. Pas un souci, non,
c'est bien lui. Peau blanche, cheveux luisants, cette chemise aussi, orange, comme un hommage au pays. Il n'est pas là par hasard. Le roi de la pop est Akrin Diabo. Alors, au sommet de sa carrière, le chanteur a réalisé un test ADN pour découvrir ses origines. Les résultats l'ont mené ici, dans le royaume du Saint-Louis, lieu de vente et de déportation d'esclaves durant la traite négrière proche de la frontière avec l'actuel Ghana. Les autorités traditionnelles le reconnaissent comme l'héritier de la famille royale et le consacrent prince Amalama Ano, en référence au premier roi du Saint-Louis. La cérémonie est abondamment médiatisée et le petit royaume du Saint-Louis connaît une notoriété internationale inespérée. 4 ans après cette visite, Michael Jackson sort l'un de ses plus gros tubes, direction les favelas de Rio. Sur un air de révolte, il chante avec force et violence. They don't really care about us. Avec force, il répète. Enough is enough of this garbage. They don't really care about us. Assez, c'est assez. Ils n'ont aucune considération. Un air de révolte qui retentit encore aujourd'hui, qui raconte les luttes, celles des incompris, des rebelles. Ils chantent la révolte vive, féroce, la révolte qui ne cessera peut-être jamais de couler dans ses veines, celle des siens, celle des enfants du Saint-Louis.